Il faut d'abord accepter une contradiction assez réjouissante. Happy Gilmore est un film beaucoup plus intelligent que son apparence ne veut bien l'admettre. Et peut-être même que son titre français, Termina Golf, ce machin bricolé comme une jaquette VHS trouvée dans un bac à 9,99 francs, ouais, c'est fait exprès, dit involontairement quelque chose de juste. Le film est bien une sorte de Terminator du Green. Un corps étranger, brutal, programmé pour détruire un monde policé, celui du golf, avec ses codes, ses polos, ses silences, ses sourires crispés, ses privilèges, chlorophyllés. Le film sort aux États-Unis en 1996, réalisé par Denis Dugan, écrit par Adam Sandler et Tim Herlihy, avec Sandler, Christopher McDonald, Julie Bowen, Frances Bay et Carl Weathers. Il dure 1h32, format comédie sportive assez classique en apparence, mais sous la mécanique du film d'Outsider se cache une petite bombe de sabotage comique. Le film rapporte environ 41,4 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 12 millions. Ce qui confirme qu'on n'est pas devant un météore underground, mais devant une comédie populaire qui a trouvé son public, puis son culte. Le pitch est presque biblique dans sa simplicité de cartoon. Happy Gilmore rêve de devenir hockeyeur professionnel, mais il est nul au hockey. En revanche, il frappe les balles de golf avec une puissance monstrueuse. Sa grand-mère risque de perdre sa maison, Happy va donc infiltrer le circuit professionnel de golf pour gagner de l'argent, sauver le foyer familial, humilier les snobs et, accessoirement, tabasser symboliquement l'aristocratie sportive américaine à coups de drive. Allociné le référence d'ailleurs comme bien en France sous le titre Termina Golf, avec le titre original Happy Gilmore. De Gane à la réalisation, Sandler et Harley au scénario, et Sandler, Christopher McDonald et Julie Bowen en tête d'affiche. Ce qui rend Happy Gilmore intéressant, c'est qu'il n'est pas seulement une comédie sportive, c'est un film sur une erreur de casting existentielle. Happy n'est pas dans le bon sport, pas dans le bon monde, pas dans le bon corps social, pas dans le bon tempo. Tout son personnage repose sur un décalage. Il a l'imaginaire du hockey, la violence du hockey, la frustration du hockey, mais il est condamné à réussir dans le golf. Il devient donc une créature hybride, un hockeyeur enfermé dans un film de golf. Et là, le film devient plus malin qu'il n'en a l'air. Dans la grande tradition de la comédie américaine, le corps comique naît souvent d'une inadéquation au décor. Chaplin n'est jamais à sa place dans l'usine. Keaton est perdu dans les machines. Jerry Lewis dérègle les institutions. Les Marx Brothers font exploser les salons bourgeois. Bellucci et John Landis contaminent l'université avec l'anarchie de Animal House. Adam Sandler, ici, débarque dans un univers où tout repose sur le contrôle, le silence, la posture, la retenue, le swing, la bienséance, la poignée de main, le costume social, et lui ne sait faire qu'une chose, transformer chaque règle en projectile. Happy Gilmore, c'est donc le vieux gag du barbare à la table de banquet, mais au lieu de faire tomber les couverts, il explose la balle à 400 yards. La grande idée du film est de considérer le golf comme un espace cinématographique répressif. Le golf, traditionnellement, est un sport de la distance, de l'élégance, de la mesure, un sport de cadre large, de verre immobile, de temps suspendu. Le cinéma du golf, de Caddyshack à Tin Cup, joue souvent sur cette tension entre le rituel et l'accident. Mais Happy Gilmore radicalise le principe. Il ne met pas un trublion dans le golf, il introduit dans le golf une énergie venue d'un autre genre. Happy apporte avec lui le film de sport brutal, le film de vestiaire, le film de hockey, le film de bagarre, presque le film de vigilante. C'est pour cela que le titre français, malgré sa laideur de dinosaure promotionnel, est drôle malgré lui. Termina Golf évoque Schwarzenegger, le cinéma d'action, le cyborg, la destruction froide. Or, Happy est bien une machine, mais une machine émotionnelle, mal réglée, un distributeur automatique de colère et de tendresse. Il n'a pas la froideur de Terminator, il a la nervosité d'un enfant abandonné dans un rayon bricolage. Ce qui fascine, c'est que le film fonctionne sur une structure de conte populaire. Happy n'a pas seulement besoin de gagner, il doit sauver la maison de sa grand-mère. La maison, dans le cinéma américain, ce n'est jamais un simple bien immobilier, c'est le foyer, la mémoire, la généalogie, le dernier rempart contre l'effacement. On peut lire Happy Gilmore comme une comédie de crise économique déguisée en pantalonnade sportive. La grand-mère perd sa maison parce qu'elle n'a pas payé ses impôts. Happy n'entre pas dans le golf par amour du sport, il y entre parce que le capitalisme lui met un club dans les mains. C'est très américain. L'individu n'a pas de système de protection, alors il doit devenir un spectacle. Happy est pauvre, inadapté, colérique, inculte sportivement, mais il possède une chose que le système peut monétiser, une puissance spectaculaire. Sa frappe devient marchandise, sa rage devient audience, sa vulgarité devient attraction. Le golf, sport de distinction sociale, découvre qu'un prolétaire violent peut faire vendre des billets, et c'est là que le film devient une petite satire du divertissement américain. Ce que l'institution méprise, elle finit par l'exploiter. La figure opposée, évidemment, c'est Shooter McGavin, joué par Christopher McDonald, avec une précision délicieuse. Shooter n'est pas seulement un méchant de comédie, c'est un corps de caste. Il incarne le golf comme propriété symbolique. Il ne veut pas seulement gagner, il veut préserver l'idée que le golf lui appartient. Il est l'héritier, le technicien, le professionnel, l'homme qui connaît les règles et qui les utilise pour exclure. McDonald lui donne une gestuelle
presque de méchant de mélodrame, sourire figé, regard de reptile mondain, doigts pistolets ridicules, arrogance de vendeur de prestige. Shooter McGavin est un aristocrate sans château, un petit duc de country club. Il faut admirer la netteté de cette opposition. Happy ne respecte pas les codes, mais il a une raison morale de jouer. Shooter respecte les codes, mais il est moralement pourri. Le film repose donc sur une vieille dialectique hollywoodienne. L'outsider vulgaire possède une vérité humaine que l'élite raffinée a perdue. On est chez Frank Capra, mais un Capra qui aurait avalé une canette de bière tiède avant de courir nu sur un terrain de golf. La parenté avec Rocky est évidente, mais inversée. Rocky Balboa vient du quartier populaire et entre dans le ring pour obtenir une dignité. Happy Gilmore entre sur le green pour récupérer une maison. Les deux personnages ont un rapport animal au sport. Ils ne sont pas d'abord des techniciens, ils sont des corps. Rocky encaisse, Happy frappe. Rocky transforme la douleur en endurance. Happy transforme la colère en trajectoire balistique. Il y a aussi quelque chose de Raging Bull passé au mixeur burlesque. La rage masculine, l'incapacité à maîtriser son corps, l'explosion comme seul langage. Mais là où Scorsese filme la rage comme tragédie de l'autodestruction, Degan et Sandler la filment comme carburant burlesque. Adam Sandler est souvent réduit à ses grimaces et à ses cris et à son immaturité comique. C'est une erreur. Son personnage comique des années 90 repose sur une tension très identifiable, un enfant blessé coincé dans un corps d'homme agressif. Chez lui, la violence est presque toujours précédée par une humiliation, une frustration, une impossibilité à articuler calmement une émotion. Sandler ne joue pas seulement des idiots, il joue des hypersensibles qui ont transformé leur sensibilité en comportement antisocial. Dans Happy Gilmore, cette mécanique est limpide. Happy aime sa grand-mère, veut réussir, veut être reconnu, mais il n'a pas les outils sociaux pour exister sans éclater. Le monde lui demande de parler doucement, lui répond en frappant. Il est moins bête que non domestiqué, c'est une nuance importante. Il est un personnage de slapstick moral, son âme trébuche avant même que son corps ne bouge. La mise en scène de Nelly Degan est souvent considérée comme fonctionnelle. On ne va pas prétendre que Degan est Lubitsch avec une casquette de caddie, mais il faut reconnaître une vraie science du rythme comique. Le film est monté comme une succession de charges, de collisions, de ruptures de ton. La mise en scène ne cherche pas le raffinement plastique, elle cherche l'impact. Elle organise des espaces de calme pour que Sandler puisse les profaner. Le green devient une scène de théâtre, le clubhouse un tribunal social, le circuit professionnel une arène. La vraie élégance du film est dans le contraste. Plus le décor est sage, plus l'éruption de Happy est drôle. Le silence du golf est le meilleur partenaire comique de Sandler. Chaque cri y devient blasphème. Chaque insulte y devient feu d'artifice. Chaque geste déplacé y prend une ampleur quasi sacrée. C'est la règle élémentaire du burlesque. Un corps comique vaut par la rigidité du monde qu'il vient déformer. On peut penser à Jacques Tati, non pas dans le style évidemment, mais dans l'idée que les environnements codifiés produisent leur propre comédie, dès qu'un corps inadapté les traverse. Chez Tati, le monde moderne fabrique des gestes absurdes. Chez Sandler, le monde bourgeois fabrique de la colère. Happy n'est pas Monsieur Hulot. Il est Hulot après 15 cafés, 2 licenciements et une saison ratée de hockey junior. La séquence de la découverte de son talent est exemplaire. Happy frappe la balle non pas comme un golfeur mais comme un joueur de hockey. Il prend de l'élan, il attaque, il charge. Le swing devient slapshot. Le film trouve là son image matricielle. Un geste importé d'un sport populaire, violent, hivernal, nord-américain, transplanté dans un sport de pelouse, de loisirs et de distinction. C'est presque du montage soviétique dans une comédie de studio. Collision de deux mondes, naissance d'une forme nouvelle. Le film est aussi une comédie de mauvais apprentissage. Normalement, le récit sportif classique montre un héros qui apprend à respecter la discipline. Ici, Happy ne devient jamais vraiment un golfeur classique. Il apprend juste assez pour gagner sans cesser d'être une anomalie. C'est capital. Le film ne dit pas l'outsider doit devenir acceptable, il dit le monde doit s'élargir pour contenir l'outsider. C'est pour cela que le film a conservé une telle affection populaire. Le plaisir ne vient pas seulement de voir Happy gagner, il vient de voir une institution obligée de tolérer sa présence. Carl Weathers, en Chuck Patterson, apporte au film une dimension de transmission très amusante. Weathers, c'est évidemment le corps mythologique d'Apollo Creed dans Rocky, puis Dylan dans Predator. Dans Happy Gilmore, son corps héroïque est devenu corps mutilé, mentor survivant comique d'un accident absurde avec un alligator. C'est une idée merveilleusement grotesque. Le vieux maître n'est pas un sage zen, mais un golfeur traumatisé par une bête de série B. Le film remplace la noblesse du mentor sportif par une mythologie de cartoon. Chubbs est l'Obi-Wan Kenobi du mini-golf, le Mickey de Rocky, si Mickey avait perdu une main dans un film d'exploitation aquatique. Son enseignement est à la fois sincère et idiot. Là encore, le film mélange les régimes. Il emprunte la structure noble du récit initiatique et la recouvre d'absurdité. La fameuse phrase autour du Happy Place, l'endroit mental où Happy doit se calmer, devient un gag récurrent, mais aussi une vraie clé du personnage. Happy ne gagne pas seulement en frappant fort, il doit apprendre à fantasmer un espace intérieur où sa rage ne gouverne plus tout.
Et ce Happy Face est très révélateur. C'est une image mentale kitsch, sexuelle, familiale, commerciale, complètement adolescente. Le paradis intime de Happy n'est pas la sérénité bouddhiste, c'est un collage hormonal et affectif. Sa paix intérieure ressemble à une pub pour bière, à un rêve de lycéen, à une carte postale de calendrier mural. Le film comprend que l'imaginaire de son héros est pauvre, mais il ne s'en moque jamais totalement. Il le laisse être pauvre, sincère et ridicule à la fois. Julie Bowen, en Virginia Venit, occupe une place plus intéressante qu'il n'y paraît. Le rôle pourrait être purement fonctionnel, le love interest blonde, professionnelle, raisonnable, chargée d'adoucir le héros. Mais elle représente surtout l'interface entre Happy et l'institution. Elle travaille dans le monde du golf, comprend ses règles, mais voit aussi ce que Happy apporte, du public, du désordre, du vivant. Elle n'est pas seulement celle qui civilise la brute, elle est celle qui reconnaît que la brute révèle l'hypocrisie du système. Son personnage est moins décoratif que régulateur. Elle est le sas entre le chaos et le marché. Il faut aussi parler de Bob Barker. Son apparition est devenue culte. Elle n'est pas seulement drôle parce qu'une célébrité télévisuelle frappe Adam Sandler. Elle est drôle parce qu'elle inverse le rapport de puissance. Barker, figure aimable, institutionnelle, télévisuelle, presque paternelle, devient soudain un adversaire physique. La télévision familiale américaine se transforme en film de baston. Là encore, Happy Gilmore fonctionne par contamination des genres. Le jeu télévisé entre dans le film de sport. Le film de sport devient bagarre de parking, la bagarre devient gag patrimonial. Le film a d'ailleurs obtenu un MTV Movie Award pour le combat Sandler-Barker, signe que cette scène a vite cristallisé l'imaginaire pop autour du film. On peut rapprocher Happy Gilmore de Caddyshack, évidemment. Mais la différence est frappante. Caddyshack, réalisé par Harold Ramis en 1980, est une comédie chorale, plus relâchée, plus contre-culturelle, où le golf est déjà un théâtre de lutte, des classes et d'anarchie. Happy Gilmore reprend ce motif, mais le concentre dans un seul corps. Sandler, là où Caddyshack disperse le chaos entre Bill Murray, Chevy Chase, Rodney Dangerfield et la taupe, Happy Gilmore fait de son héros le point unique d'infection. Le film de Dugan est moins satirique au sens large, mais plus simple, plus direct, plus mythologique. On peut aussi penser à The Bad New Bears, autre grand modèle de la comédie sportive américaine, fondée sur l'incompétence, la vulgarité, l'anti-héroïsme. Dans ces films, le sport est moins un idéal qu'un révélateur social. Il ne s'agit pas de devenir noble par la compétition, mais de montrer que les institutions sportives sont déjà ridicules, violentes, corrompues ou hypocrites. Happy ne salit pas le golf. Il révèle que le golf est déjà traversé par l'argent, l'ego, l'exclusion et le spectacle. Ce qui le rend le film le plus fin qu'il en a l'air, c'est qu'il ne rejette pas totalement le golf, il en conserve même une part de beauté. Le plaisir de la frappe, la trajectoire de la balle, la tension du putt, la dramaturgie du dernier coup, tout cela est traité avec une efficacité sincère. Le film se moque du décorum, pas du jeu lui-même. C'est important. Happy méprise les snobs, mais il apprend à aimer le geste. Il entre dans le golf par effraction, puis découvre que ce sport peut accueillir sa propre poésie brutale. Il y a là quelque chose de très classique dans le cinéma américain. Le héros populaire ne détruit pas l'institution, il la régénère, il la force à redevenir vivante. Le western faisait cela avec la ville corrompue, le film de boxe avec le ring, la comédie musicale avec la scène. Happy Gilmore le fait avec le green. Happy arrive comme un vandale, mais le film le transforme peu à peu en agent de démocratisation. Le public vient pour lui, le golf cesse d'être un rituel d'initié et devient spectacle de masse. Dans cette perspective, la mise en scène du public est essentielle. Happy n'est pas seulement un joueur, il est un performeur. Il attire les spectateurs parce qu'il rompt l'ennui supposé du golf. Il gueule, il s'énerve, il donne au sport une dramaturgie plus lisible. C'est la logique du catch appliquée au golf. Shooter McGavin devient le heel, le méchant arrogant que le public aime détester. Happy devient le babyface instable, imparfait mais émotionnellement lisible. La rivalité fonctionne parce qu'elle n'est pas seulement sportive, elle est spectaculaire, morale, sociale. C'est aussi pour cela que le film a vieilli comme un objet culte. Rotten Tomatoes affiche aujourd'hui un score critique modéré mais favorable, autour de 66%, et un score public nettement plus élevé, autour de 85%. Ce qui résume bien la trajectoire du film. Accueilli comme une comédie juvénile, il est devenu un classique affectif pour une partie du public. Il faut se méfier du mot juvénile. Dans la critique de comédie, il sert souvent de massue paresseuse. Oui, Happy Gilmore est juvénile. Mais Chaplin, Keaton, les Marx Brothers, Jerry Lewis, Jane Bellucci, Jim Carrey, les Farley, tout un pan de la comédie américaine repose sur la persistance de l'enfance dans le corps adulte. La question n'est pas de savoir si c'est immature, la question est que fait le film de cette immaturité. Ici, l'immaturité de Happy est à la fois son problème et sa force. Elle le rend violent, instable, parfois insupportable, mais elle le rend aussi incapable d'accepter les faux semblants. Il ne sait pas faire semblant d'être poli avec des gens qu'il déteste. Il ne sait pas camoufler sa panique sociale. Il ne sait pas transformer sa colère en stratégie mondaine. En cela, il est un héros comique presque rousseauiste, socialement inadmissible mais moralement transparent.
La vulgarité du film est donc moins gratuite qu'on pourrait le croire. Elle sert à percer la surface. Dans un monde où tout le monde sourit trop bien, la vulgarité devient une forme de vérité. Quand Happy insulte, hurle ou casse quelque chose, il exprime ce que le cadre interdit. Le film ne rêve pas d'un monde sans règles, il rêve d'un monde où les règles ne seraient pas confisquées par les mêmes. On pourrait même dire que Happy Gilmore est une comédie anti-bourgeoise, mais une comédie anti-bourgeoise de studio, donc forcément réconciliatrice. Elle mord puis elle câline. Elle ridiculise l'élite, mais elle ne propose pas la révolution. Elle offre à son héros une place dans le système. C'est la limite et le charme du film. Happy ne brûle pas le country club, il y gagne un trophée. La trajectoire de Sandler après Happy Gilmore rend le film encore plus intéressant. Il y a là une matrice, le personnage colérique, l'homme-enfant, le loser agressif, le sentimental honteux, la communauté d'acteurs récurrents, le goût du gag absurde, la tendresse familiale sous les couches de stupidité. Mais Happy Gilmore reste l'un des films où cette formule est la plus pure, parce que le dispositif sportif donne à la colère de Sandler une forme immédiatement cinématographique. Sa rage a une destination, la balle. Elle devient mouvement, trajectoire, performance. Dans beaucoup de comédies ultérieures, la colère sandlerienne tourne parfois à vide. Ici, elle est canalisée par le sport. Le film trouve un équivalent visuel à son tempérament. C'est pour cela qu'il fonctionne mieux que d'autres véhicules comiques du même âge. Il ne se contente pas de mettre Sandler dans une série de sketchs. Il trouve une métaphore corporelle pour son personnage. La balle de golf devient son symptôme. Chaque frappe dit « voilà ce que je ne peux pas verbaliser ». Il y a également une dimension presque musicale. Le film est composé en alternance de silence et d'explosion. Le golf impose des pauses. Happy impose des accélérations. Le montage joue sur cette pulsation. Attente, concentration, swing, hurlement, catastrophe. C'est une comédie de tempo. Le rire vient souvent du moment exact où le calme est perforé. En cela, Dugan comprend très bien Sandler. Il ne faut pas l'entourer d'un chaos permanent. Il faut lui donner des murs propres à salir. Côté référence, on pourrait tracer une belle constellation. Donc Babitchek, bien sûr, pour le golf comme théâtre de lutte des classes. Rocky pour l'outsider prolétaire, le mentor, l'entraînement, le final sportif comme reconnaissance sociale. The Hustler de Robert Hossein pour l'idée du don brut opposé à la maîtrise professionnelle, même si le ton est évidemment à l'autre bout du spectre. Raging Bull pour la masculinité colérique transformée en énergie physique. The Nutty Professor version Jerry Lewis pour l'homme socialement inadéquat qui révèle la cruauté des normes. Animal House pour la guerre comique contre l'institution respectable. Et même de façon plus souterraine, The King of Comedy, Happy comme Rupert Pumpkin, veut entrer dans un espace médiatique qui n'est pas fait pour lui. Sauf que Pumpkin est inquiétant parce qu'il veut être vu à tout prix. Happy, lui, est vu malgré lui parce que sa colère est devenue télégénique. Le film appartient aussi à un moment précis de la comédie américaine des années 90. On est après le triomphe du Saturday Night Live, comme vivier du cinéma comique. Dans une période où les studios transforment des personnalités télévisuelles en marques de long métrage, Sandler, Mike Myers, Chris Farley, Will Ferrell, un peu plus tard. Happy Gilmore est un film star au sens très classique. Tout est organisé autour d'une présence comique centrale. Le scénario n'est pas un mécanisme sophistiqué, c'est une machine à révéler le personnage. Mais ce serait injuste d'y voir seulement un véhicule. Les meilleurs véhicules comiques sont justement ceux où la star rencontre une forme. The General donne à Keaton le train, Modern Times donne à Chaplin l'usine, Ace Ventura donne à Jim Carrey l'enquête animale comme prétexte à la déformation corporelle, Happy Gilmore donne à Sandler le golf, c'est-à-dire l'ennemi naturel de son énergie. C'est une grande règle de comédie. Il faut enfermer le comique dans le lieu qui le supporte le moins. Le film est également passionnant dans son rapport à la masculinité. Happy est incapable d'être un homme selon les codes dominants. Il échoue au hockey, échoue au travail, échoue au calme, échoue à la séduction classique, échoue à la discipline. Pourtant, il finit par triompher, non pas en devenant un modèle viril traditionnel, mais en assumant une forme de vulnérabilité. Son amour pour sa grand-mère est la motivation première. Son désir n'est pas d'être le meilleur pour être le meilleur, il veut sauver quelqu'un. Cette tendresse originelle désamorce la violence du personnage. Sans elle, Happy serait juste un abruti total. Avec elle, il devient un clown blessé. La grand-mère, interprétée par Frances Bay, n'est pas un personnage complexe, mais elle est un point d'ancrage mythologique. Elle donne au film son innocence. Elle est le foyer menacé, la vieille Amérique domestique, la douceur que le monde administratif peut saisir et vendre. Le film a besoin de cette simplicité dans une comédie aussi agressive. Il faut une source de pureté sentimentale, sinon le rire devient sec. Le final, avec son obstacle absurde sur le green, pousse le film vers le cartoon assumé. Le parcours devient littéralement un terrain impossible, presque un niveau de jeu vidéo. Le golf cesse d'être réaliste, il devient décor mental. C'est là que le film rejoint une logique de Looney Tunes. Les lois physiques existent pour être pliées par la dramaturgie comique. Le dernier putt n'est pas seulement un coup sportif, c'est la réconciliation du héros avec son chaos. Happy gagne parce qu'il accepte de transformer l'accident en trajectoire. Il ne supprime pas le désordre, il joue avec. C'est peut-être la morale secrète du film. Il ne faut pas devenir calme, il faut trouver la forme exacte de son désordre. On comprend alors pourquoi Happy Gilmore a eu une telle postérité. Le film a même connu une suite, Happy Gilmore 2, sorti en 2025 sur Netflix avec Sandler, Julie Bowen et Christopher McDonald de retour. Netflix présente cette suite comme le retour du personnage désormais relancé dans le golf pour aider sa fille. Le site Tudum de Netflix
insiste aussi sur l'idée d'un retour près de 30 ans après le premier film. Ce retour tardif dit quelque chose de notre époque. Le cinéma populaire des années 90 est devenu patrimoine affectif. Ce qui était jadis considéré comme une comédie débile de vidéoclub devient aujourd'hui objet nostalgique. Monument générationnel, madeleine au goût de soda tiède et de moquette de salon. La cinéphilie contemporaine doit savoir regarder ces objets-là. Pas seulement les films consacrés, pas seulement les chefs-d'œuvre labellisés, mais aussi les comédies qui ont fabriqué des imaginaires collectifs. Il ne s'agit pas de prétendre que Happy Gilmore est un chef-d'œuvre caché de la même manière que Sherlock Jr. ou Playtime, ce serait absurde. Mais il faut défendre l'idée qu'une grande comédie populaire peut contenir une vérité du cinéma très nette. Ici, cette vérité tient en une image. Un homme court vers une balle de golf comme s'il allait mettre une charge contre la bande. Cette image suffit presque à définir le film, parce qu'elle condense tout. Le mauvais sport, la mauvaise classe sociale, le mauvais tempérament, le mauvais geste, mais aussi le bon cinéma. Le cinéma aime les intrus, il aime les corps qui ne vont pas avec le décor, il aime les trajectoires impossibles. Happy Gilmore, c'est une trajectoire impossible, celle d'un raté du hockey qui devient héros du golf, celle d'une comédie vulgaire qui devient culte, celle d'un film apparemment idiot qui révèle, sous sa casquette à l'envers, une mécanique burlesque d'une précision assez redoutable. Alors oui, Termina Golf est un titre atroce, mais il a le mérite de promettre une destruction. Et le film tient cette promesse. Il détruit le golf comme espace de pure distinction. Il détruit le héros sportif comme modèle noble. Il détruit le mentor comme figure sacrée. Il détruit la romance comme élégance. Il détruit la compétition comme rituel respectable. Puis, avec les débris, il construit une petite fable américaine, celle d'un homme trop bruyant pour le monde qui finit par trouver l'endroit exact où son vacarme devient talent. C'est peu et c'est beaucoup. C'est du cinéma populaire dans son geste le plus franc, prendre un corps comique, le jeter dans un monde hostile et regarder les étincelles jaillir du gazon.